Bonjour à tous et bienvenue dans le programme d'aujourd'hui. Je suis accompagné par l'excellent journaliste Glenn Greenwald pour discuter de la criminalisation de la liberté d'expression ainsi que de la détérioration de l'état de droit. Au cours des 2 dernières décennies, nous avons observé une tendance malheureuse et dangereuse depuis la guerre contre le terrorisme, le Russia Gate, les discours de haine contre les minorités vulnérables, et maintenant apparemment la lutte contre l'antisémitisme, qui semble être un mot codé pour protéger Israël. Quel est, selon vous, le principal défi ou la principale menace pour la liberté d'expression? En tant que journaliste, d'où vient tout cela? Pensez-vous que cela empire réellement ou prend-il simplement des formes différentes? Je pense que cela vient de la nature humaine, en fait. Je me souviens de la première fois où je suis allé à l'université et où je me suis passionné pour la philosophie, en me concentrant beaucoup sur les penseurs des Lumières, Voltaire, John Locke, Rousseau, etc., qui ont à leur tour façonné et défini les fondateurs américains et leur façon de penser à la manière dont un gouvernement devrait être construit, essentiellement à partir de rien. Ce genre d'expérience incroyable. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à comprendre la raison de la nécessité de beaucoup de ces contraintes sur ce que le gouvernement peut faire, sur ce que les majorités peuvent faire. Même si les majorités veulent punir une certaine religion, vous avez une garantie de liberté de religion. Même si elles veulent emprisonner des gens sans procès, vous avez le droit à une procédure régulière. Et puis bien sûr, même si 90% des gens veulent interdire une certaine idée, vous avez la liberté d'expression. Et ce n'est pas parce qu'il y a un groupe ici ou une idéologie là-bas qui est particulièrement menaçante et qui a besoin de protection. C'est parce que la nature de l'être humain est que vous voulez exercer un contrôle. Vous voulez être capable de forcer les autres à penser comme vous, à être punis s'ils s'écartent de vos croyances les plus chères. Et cela a toujours été, pour moi du moins, l'un des ethos définissants d'être américain. Je suis un critique très vocal de beaucoup de politiques étrangères des États-Unis, de beaucoup de politiques américaines, de beaucoup des réalités des États-Unis. Mais une chose à laquelle j'ai toujours cru et continue de croire, ce sont ces sortes de principes fondateurs que j'ai dit provenir de l'Europe au XVIIIe et XIXe siècle. Et donc je pense que ce qui se passe, c'est en quelque sorte un abandon de ces idées. Et plus un camp commence à les abandonner et crée des théories et des cadres pour expliquer pourquoi elles ne sont pas nécessaires, pourquoi on peut s'en passer. Alors quand l'autre camp arrive au pouvoir, ce qui est toujours le cas aux États-Unis, il commence à reprendre ces mêmes cadres et ce même type de croyances culturelles et à rediriger et souvent à étendre l'abandon de ces idéaux. Nous voyons maintenant l'accumulation de cela, où essentiellement ça devient rapidement criminalisé. Je pense que c'est déjà le cas en Europe, comme d'habitude bien en avance sur ces genres de choses, mais cela devient rapidement criminalisé de critiquer Israël publiquement. Oui, eh bien, ces idées viennent peut-être d'Europe, mais les États-Unis ont été largement fondés sur ces idées. C'est pourquoi nous regardons souvent vers les États-Unis. Car si cela échoue là-bas, il n'y a pas beaucoup d'espoir pour nous ici. Je pense que nous n'avons pas les mêmes traditions pour cela. Mais encore une fois, l'idée est souvent de se protéger contre les menaces extérieures. Mais c'est aussi... Je suppose qu'on nous demande toujours de prendre l'un des deux côtés. Soit vous faites simplement ce qu'on vous dit, soit vous acceptez une certaine censure en, je suppose, salissant quiconque prend le parti de l'opposant. En d'autres termes, lorsque nous critiquons Israël, par exemple, c'est généralement, eh bien, c'est équivalent à prendre le parti du Hamas, ce qui signifie que vous soutenez maintenant le terrorisme. Je suppose que c'est la direction de la logique. Mais cela devient-il une loi aux États-Unis? Est-ce que ça devient réellement illégal de critiquer Israël? Ou est-ce simplement honteux
sali, annulé, censuré, ce genre de choses. Non, c'est vraiment assez officiel. À l'insu de beaucoup de gens, car souvent cela se faisait au niveau de l'État, et nous ne prêtons pas autant attention à ce que font les gouvernements des États, surtout si ce n'est pas le nôtre. Environ 2 douzaines, peut-être plus, d'États américains ont mis en place au cours de la dernière décennie des lois qui stipulent que si vous voulez avoir un contrat avec l'État, et il y a beaucoup de gens qui ont des contrats avec l'État, si vous êtes une petite entreprise de construction et qu'un bâtiment du gouvernement local a besoin de réforme ou de construction, vous avez un processus d'appel d'offres. Vous signez un contrat avec le gouvernement. Il vous paie pour construire, ou beaucoup de, disons, spécialistes en éducation, des personnes qui travaillent avec des enfants ayant des déficiences de la parole. Ils ne travaillent pas en tant qu'employés du district scolaire, parce qu'ils travaillent avec de nombreux districts scolaires. Donc ils sont sous contrat. C'est une manière très courante pour l'État de faire des affaires avec beaucoup de ses citoyens. Beaucoup de petites entreprises. Au moins 2 douzaines d'États, voire plus maintenant, ont adopté des lois qui disent que si vous voulez un contrat avec notre État, dans le cadre du processus de signature du contrat, vous devez signer un document promettant que vous ne soutenez pas et ne participerez pas à un boycott de l'État d'Israël. Vous êtes absolument libre de boycotter tous les autres pays de la planète. Littéralement, tous les autres pays de la planète. Vous êtes également autorisé à boycotter d'autres États américains, ce que nous avons vu se produire aux États-Unis. Il y a eu des boycotts majeurs de certains États, comme l'Indiana et la Caroline du Nord, à cause de la soi-disant loi sur les toilettes qu'ils ont adoptée, obligeant les gens à utiliser les toilettes correspondant à leur sexe biologique. L'État de Géorgie a adopté des lois sur les droits de vote que les gens ont trouvées restrictives. Donc, vous êtes libre de boycotter même vos propres concitoyens, des États de votre propre pays ou n'importe quel autre pays. Vous ne pouvez simplement pas boycotter ce seul pays, Israël. Et certains tribunaux ont jugé cela inconstitutionnel. La plupart l'ont fait, mais pas tous. Et c'était bien avant le 7 octobre. Depuis le 7 octobre, nous avons assisté à cette immense escalade. L'une des façons dont cela se manifeste est que depuis longtemps sur les campus universitaires, il était interdit par le code de conduite des étudiants ou des professeurs de se comporter de manière sectaire. Donc si vous excluiez des étudiants noirs, latinos, musulmans, juifs ou autres, cela était considéré comme une violation du code de conduite des étudiants, et même les discours racistes pouvaient l'être. Cela a toujours été vrai et s'appliquait à tous les groupes minoritaires, y compris les étudiants juifs. Ce qu'Israël a commencé à faire, il y a environ une décennie, et que l'UNMMOD a maintenant adopté dans le cadre de leur droit pénal, c'est qu'ils ont adopté une définition beaucoup plus radicalement élargie de ce que signifie l'antisémitisme. Cela ne signifie plus que vous discriminez les personnes juives ou que vous faites des commentaires très désobligeants sur les personnes juives dans leur ensemble. Cette définition inclut désormais une vaste gamme de critiques courantes à l'égard d'Israël que vous ne pouvez plus exprimer sans être coupable d'antisémitisme. Une grande partie de cela est maintenant intégrée dans le droit pénal de l'UNMMOD. L'une des choses que l'administration Trump fait est d'imposer cette définition, non seulement au sein des agences gouvernementales, de sorte que si le département de l'éducation recherche l'antisémitisme sur les campus universitaires, désormais, si vous exprimez certaines critiques d'Israël, vous pourriez en être coupable. Mais ils exigent également que nos meilleures universités, Harvard, Yale, Princeton, Penn, Columbia, etc., adoptent ces codes de discours de haine sur les campus universitaires.
tout cela comme un moyen de protéger Israël. Nous voyons bien sûr des personnes qui sont légalement aux États-Unis, avec des cartes vertes et des visas d'étudiants, se les faire révoquer pour aucune autre raison que la religion ou le fait qu'elles ont critiqué Israël, sans même avoir à participer à des manifestations ou à s'engager dans un comportement que les gens considèrent inapproprié. Il suffit de critiquer Israël pour que vos visas soient retirés, que vous soyez arrêtés, puis expulsés. Nous assistons donc à cette attaque à plusieurs volets, non pas culturellement ou par annulation, mais par la force de la loi, essayant d'interdire et de punir les gens pour avoir exprimé diverses critiques d'Israël. C'est un peu radical de rendre une critique d'Israël équivalente à, je suppose, de l'antisémitisme. Parce que, eh bien, si vous critiquez le génocide maintenant, alors vous êtes un antisémite. Mais comment est-il possible de mettre cela en loi? Quel est le principe? Parce que, encore une fois, personne n'aime l'antisémitisme. Mais pourquoi pas? Les mêmes lois ne devraient-elles pas s'appliquer aux Noirs ou aux musulmans, ou je suppose, à toute autre minorité? Je suppose, y a-t-il un principe directeur ou pouvez-vous simplement l'étendre à tout le monde? Comment cela fonctionne-t-il? Il n'y a pas de principe directeur. En gros, ce qui est si ironique dans tout cela, c'est que le mouvement politique associé à Donald Trump, à la droite américaine, aux conservateurs et au conservatisme aux États-Unis, a mené une croisade pendant 10 ans, brandissant la bannière de la liberté d'expression, se plaignant des programmes conçus pour protéger les communautés marginalisées, les groupes minoritaires et les groupes de victimes, en instituant des codes de langage dans les universités, ou en interdisant certains conférenciers de s'exprimer, au motif que cela les met mal à l'aise. Cela a été une grande source de moquerie et de colère à droite aux États-Unis pendant une décennie. Et puis, dès que le président Trump entre en fonction, aidé en grande partie par des dons massifs de personnes qui affirment que leur cause principale est Israël, et s'assurer que le gouvernement américain reste loyal à Israël, vous voyez exactement ces mêmes tactiques. Ce récit de victimisation, selon lequel, d'une manière ou d'une autre, les Noirs, les musulmans, les latinos ou les personnes LGBT ne sont pas de véritables groupes de victimes. Le seul véritable groupe de victimes est celui des Juifs américains. Et le seul type de discours de haine qui a lieu sur les campus universitaires est dirigé contre les Juifs américains, à savoir la critique d'Israël. Beaucoup de nuances sont négligées, y compris le fait que de nombreux Juifs américains étaient ceux qui dirigeaient les manifestations contre la guerre israélienne à Gaza. Mais ce qui se passe vraiment ici, c'est que si vous voulez creuser un peu plus profondément, Israël a reconnu, il y a une décennie, voire plus, qu'il y avait eu un changement d'opinion parmi les jeunes aux États-Unis en ce qui concerne Israël. Et pas seulement les jeunes en général, mais les jeunes juifs en particulier, les juifs libéraux, les personnes qui sont plus du côté gauche libéral du spectre politique, qui commencent vraiment à abandonner cette idée que nous devons avoir un soutien inconditionnel aux États-Unis pour Israël, que nous devons financer leur armée, armer leur guerre, toutes les choses que les États-Unis ont faites. Et ils ont identifié les campus universitaires et le milieu académique comme l'une des principales sources qui, selon eux, influençaient les gens aux États-Unis à devenir plus sympathiques à la cause palestinienne et plus conscients des crimes commis par Israël. Mais aussi, l'un des aspects les plus significatifs de cela est l'interdiction de TikTok que le gouvernement américain, sous l'administration Biden, a mise en œuvre. Cela existait depuis longtemps, depuis la première administration Trump. L'idée était que c'était pour nous protéger contre les dangers de la Chine. Et cela n'a jamais obtenu suffisamment de votes. Cela n'a jamais obtenu suffisamment de votes pour faire quelque chose d'aussi radical que d'interdire TikTok.
l'application la plus populaire pour les jeunes Américains, et l'une des applications les plus populaires pour les Américains en général. Ce n'est qu'après le 7 octobre, lorsque particulièrement les démocrates qui n'étaient pas prêts à y adhérer ont été convaincus que l'une des raisons pour lesquelles tant de jeunes se retournaient contre Israël était qu'il y avait trop de discours pro-palestiniens sur TikTok. Qu'ils ont décidé, oh, vous savez quoi? En fait, nous devons également interdire TikTok. Il y a eu quelques sondages au cours des derniers mois montrant que le soutien à Israël aux États-Unis est à un niveau historiquement bas. Tous les groupes démographiques abandonnent leur soutien à Israël, à l'exception des républicains plus âgés, ceux qui regardent Fox News. Mais même les républicains plus jeunes se posent plus de questions que jamais auparavant. Attendez une minute. Pourquoi sommes-nous si étroitement liés à Israël? Pourquoi payons-nous pour leur guerre? Et je pense que c'est plus un acte de désespoir. Israël dépend des États-Unis pour intimider cette région, pour gagner des guerres contre ses voisins, pour faire ce qu'il veut. Et il considère le soutien aux États-Unis pour Israël comme existentiel, pour de très bonnes raisons. Donc lorsqu'il commence à voir une détérioration du soutien, non seulement les Israéliens, mais aussi leur légion de partisans très puissants aux États-Unis, commencent à devenir désespérés. Et c'est le dernier recours lorsque vous perdez l'opinion publique et un débat public, et que vous ne trouvez pas de moyen de vous en sortir. C'est-à-dire que nous devons simplement commencer à interdire le camp que nous voulons voir perdre. Simplement le criminaliser, y attacher des punitions, une stigmatisation sociale, la perte d'emploi, voire même la prison. Et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Oui, l'emprisonnement est un peu extrême, mais vous avez également couvert les expulsions. Les expulsions concernent des personnes avec des visas étrangers, et elles critiquent Israël, voient leur visa révoqué et sont expulsées. Mais vous avez fait un reportage ou une histoire sur la possible expulsion d'Américains également. Peut-être pas lié au discours de haine, mais comment cela se passe-t-il réellement? Ou quelle est l'histoire réelle là-bas? Eh bien, cela montre ce que pense l'administration Trump. Vous savez, une grande partie de cela découle du fait que l'administration Trump a été élue sur la promesse de déporter les personnes présentes illégalement aux États-Unis. Un sentiment qui grandit dans le monde démocratique, où il y a beaucoup de migrants, y compris en Europe occidentale, évidemment, ce qui alimente beaucoup de partis populistes en Europe. Et les sondages montrent que les gens veulent effectivement que les personnes présentes illégalement aux États-Unis soient expulsées. C'est, je pense, quelque chose pour lequel le président Trump a obtenu un mandat démocratique. Mais vous ne pouvez toujours le faire que dans les limites de la Constitution, de la loi et de notre système juridique. C'est à cela que servent ces systèmes, à imposer des limites à ce que le gouvernement peut faire, même s'il est élu pour faire quelque chose. Et ce que l'administration Trump a commencé à faire, ce n'est pas expulser des gens au sens traditionnel de la déportation, c'est-à-dire trouver quelqu'un dans votre pays illégalement et le renvoyer simplement dans son pays d'origine. Au lieu de cela, il paie maintenant le gouvernement du Salvador, un pays avec lequel la plupart des personnes qui y ont été envoyées n'ont rien à voir. Ils ne sont pas salvadoriens. Ils ne sont pas nés au Salvador. Ils n'ont jamais visité le Salvador. Beaucoup d'entre eux sont vénézuéliens ou d'autres nationalités, et ils sont ramassés dans la rue et envoyés à... Et ce n'est pas une prison ordinaire. C'est l'une des prisons les plus violatrices des droits de l'homme sur la planète, où ils sont simplement envoyés sans possibilité de contester les preuves contre eux. Le gouvernement n'a pas à montrer de preuves. L'allégation est « Oh, ce sont des membres de gangs. C'est pourquoi nous ne les renvoyons pas dans leur pays. »
nous les envoyons en prison. Mais il n'y a pas de processus où le gouvernement présente des preuves, où les personnes accusées ont l'opportunité de dire « Non, j'ai été accusé à tort », comme cela s'est produit avec Guantanamo. Pendant la guerre contre le terrorisme, on nous a dit « Oh, ne vous inquiétez pas, ils n'ont pas besoin de procès ». Nous avons vérifié ces personnes. Ce sont les pires des pires. Et il s'est avéré qu'une fois qu'ils ont finalement obtenu que la Cour suprême dise non, ils ont le droit d'avoir une audience pour contester leur incarcération. Beaucoup d'entre eux ont pu prouver leur innocence. C'était une erreur d'identité, de mauvaises informations, ou des personnes les dénonçant par vengeance ou pour de l'argent. Et c'est pourquoi il n'y a plus 1000 personnes à Guantanamo. Il en reste environ 30. Ce qui était particulièrement alarmant, en plus de ce programme d'envoyer des gens à vie en prison, sans procès et sans procédure régulière, c'est que le président Trump a maintenant dit à plusieurs reprises qu'il aimerait faire de même, non seulement pour les ressortissants étrangers, mais aussi pour les citoyens américains condamnés pour des crimes, que nous ne voulons plus les emprisonner dans nos propres prisons, où ils ont accès à des avocats, des tribunaux, des droits et des visites. Nous voulons les envoyer dans ce petit pays autoritaire d'Amérique centrale, où ils seraient emprisonnés. Et vous savez, Trump dit, « Évidemment, nous devons déterminer si c'est quelque chose que nous pouvons faire légalement. » Mais je pense que ce que vous allez voir comme les prochaines étapes, parce que nous le voyons déjà avec les expulsions en Israël, ce n'est pas seulement des personnes aux États-Unis qui sont ici avec des visas étudiants. Ce sont aussi des personnes qui ont des cartes vertes, qui sont essentiellement une carte de résidence permanente. Cela arrive souvent si vous épousez un citoyen américain, vous avez un bébé qui est citoyen américain, comme c'était le cas pour Mahmoud Khalil. Ce n'est pas juste un visa. Vous êtes essentiellement sur la voie de la citoyenneté avec la résidence permanente. Je pense que ce qu'ils vont commencer à faire ensuite, et ils en parlent déjà, c'est de priver les gens de leur citoyenneté. Les personnes qui sont venues aux États-Unis, qui ne sont pas nées aux États-Unis, qui ont obtenu la citoyenneté, vous savez, quelqu'un comme Elon Musk ou la femme de Donald Trump, elles ne sont pas nées aux États-Unis. Elles n'étaient pas citoyennes américaines. Elles sont devenues citoyennes par le processus de naturalisation. Je pense qu'ils vont commencer à franchir l'étape suivante et dire « Oh, regardez, ces personnes qui participent aux manifestations, oui, elles sont citoyennes, mais elles ont obtenu leur citoyenneté de manière trompeuse, parce qu'elles ne nous ont pas dit à l'époque qu'elles avaient de la sympathie pour des groupes terroristes. » Et puis vous avez Trump, qui parle déjà d'envoyer de véritables citoyens américains au Salvador, pour être dans ces cachots. Vous voyez vraiment non seulement les dangers que nous voyons déjà, mais aussi les dangers futurs qui peuvent être bien pires. Quel est le rôle des plateformes de médias sociaux? Vous avez mentionné TikTok, mais c'est dans le contexte d'être chinois. Mais les plateformes américaines, elles étaient autrefois assez centrales dans la censure, du moins sous l'administration Biden. Nous avons appris, par exemple, que, si je ne me trompe pas, les agences de renseignement ukrainiennes ont donné les noms de personnes critiquant l'Ukraine au FBI. Et le FBI a exercé des pressions sur Facebook, quelque chose que Mark Zuckerberg a confirmé. Une partie de la censure de ces géants de la technologie a-t-elle été un peu réduite? Je sais que Mark Zuckerberg a essayé de se réinventer. Mais dans quelle mesure est-ce un problème? Est-ce au moins réduit ou est-ce que cela empire? Eh bien, le problème est que les grandes entreprises technologiques voudront toujours plaire au gouvernement en place. Vous savez, l'une des choses étonnantes à propos de Facebook, lorsque vous avez mentionné l'Ukraine, et bien sûr c'était sous l'administration Biden, lorsque l'administration Biden soutenait pleinement l'Ukraine,
était que Facebook avait depuis longtemps une politique qui disait que vous ne pouviez pas promouvoir, soutenir ou glorifier des groupes de haine officiels. Et ils avaient une liste des groupes de haine officiels. Et l'un d'eux était le bataillon Azov en Ukraine. Dès que les États-Unis ont commencé à soutenir l'Ukraine, Azov a été retiré de cette liste de groupes haineux parce que, bien sûr, le gouvernement américain voulait que les gens puissent applaudir Azov. Le New York Times a publié, vous savez, des profils héroïques sur Azov, de véritables sympathisants SS ou nazis au sein d'Azov. Et vous voyez comment la censure de Facebook correspond au gouvernement. Même chose avec le COVID. Lorsque l'administration Biden a dit « Nous savons avec certitude que c'est zoonotique, que cela vient des animaux, que cela ne vient pas d'un laboratoire », Facebook a interdit à quiconque de remettre cela en question. Ce n'est que lorsque l'administration Biden a dit « Vous savez quoi? En fait, nous ne sommes pas sûrs ». Nous devons enquêter sur cela. Ce n'est qu'alors qu'ils ont fait cela. Donc, je ne pense pas que vous allez voir d'autres censures de la part de Facebook ou de Google, surtout qu'ils sont actuellement poursuivis par le gouvernement américain, qui essaye de les démanteler pour des raisons de monopole, le genre de censure contre les conservateurs. Mais il a toujours été le cas que Facebook a censuré au nom du gouvernement israélien. Si le gouvernement israélien vous accuse de promouvoir le terrorisme ou de soutenir le Hamas, Facebook a toujours été prêt à supprimer ces pages. Et je n'ai vu aucune preuve du tout que Facebook ait ralenti, encore moins arrêté, cette pratique. Je suppose que la prise de contrôle de Twitter était censée être un moment de liberté d'expression également. Mais il y a quelques exceptions. Je ne suis pas sûr si cela a été supprimé, mais Musk, je pense, avait une politique selon laquelle écrire « de la rivière à la mer, la Palestine sera libre » était considéré comme un soutien au génocide, si je ne me trompe pas. Et oui, vous pouvez être expulsé de Twitter. Mais de toute façon, oui, Glenn Greenwald, c'est toujours un grand plaisir de parler avec vous. Alors merci pour votre temps. Oui, j'admire vraiment votre travail et je suis toujours heureux de participer. Merci de m'avoir invité. Merci.